L'actualité mondiale, vue, décryptée, analysée, commentée chaque semaine sur Camus 24. À tous et à toutes, bienvenue sur International. Sur ce plateau, pour passer au peigne fin, les faits marquants de la semaine sur le plan mondial. Ghislain Cougan, journaliste et consultant, expert des questions internationales. Bienvenue Ghislain. Le plaisir est partagé, Donald. Alors Ghislain, d'emblée d'entrée de jeu, parlons d'entrée de jeu de la Côte d'Ivoire pour relever que des éléments de la police ont procédé à l'arrestation lundi 4 mai d'Hubert Oulaye, Sébastien Dano, Djedje à leurs domiciles respectifs. Justin Koua, un responsable de la jeunesse du FPI, a de son côté été interpellé sur son lieu de travail à Bondoukou dans l'est du pays. Il est reproché aux inculpés d'avoir pris part à une réunion des frondeurs du FPI ayant désigné Laurent Gbagbo comme le président de cette formation politique. Et tout de suite, une question, qu'est-ce qui est à l'origine de ce désordre au sein du FPI? Un rififi qui aboutit finalement à de telles arrestations. Je pense qu'il est simple et clair de comprendre ce qui se passe au sein du Front populaire ivoirien depuis l'incarcération de Laurent Gbagbo à La Haye. C'est qu'en réalité, aujourd'hui, il y a une crise de leadership au sein du FPI. C'est-à-dire qu'il y a un leader naturel, comme on dit partout au Cameroun, vous le savez très bien, qui n'est plus, qui est aujourd'hui à La Haye. On ne veut pas comprendre qu'aujourd'hui, il faut que le FPI puisse tourner la page de Laurent Gbagbo. Pour certains, ce n'est pas possible. Pour d'autres, il s'agit de faire cela, d'observer une radicalisation, autant pour moi, entre le FPI qui a vécu avec Laurent Gbagbo et un FPI que Pascal Affi-N'Guessan veut incarner aujourd'hui, un FPI qui veut tourner la page du passé et puis voir pour l'avenir. Et c'est ce qui se pose parce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont des récalcitrants, qui estiment que non, on ne peut pas envisager aujourd'hui, pour ce qui est du FPI, aller à l'élection présidentielle en octobre prochain sans que Laurent Gbagbo soit libéré. Et d'ailleurs, ce qui rend encore plus pertinent la démarche qui est entreprise aujourd'hui en Côte d'Ivoire par ce qu'on appelle les frondeurs, c'est que le procès de Laurent Gbagbo s'ouvre le 10 novembre prochain. Ça veut dire que l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est en octobre, alors que le procès de Gbagbo s'ouvre en novembre. Alors pour cela, ils estiment que si on surfe sur la dynamique, si on maintient comme leitmotiv du FPI, si on fait de la libération de Laurent Gbagbo le leitmotiv du FPI, alors on pourrait mettre davantage la pression et sur le pouvoir ivoirien et sur la CPI. Alors, les inculpés devront répondre des faits de troubles à l'ordre public, défiance à l'autorité de l'État, des accusations que l'on pourrait qualifier de très graves si tant est que Hubert Oulaye, Sébastien Dano et Justin Koua agissent ici en tant que membres du FPI. Bien évidemment, ils agissent en tant que membres du FPI. Pourquoi? Parce que Pascal Affi-N'Guessan, qui est aujourd'hui le président du parti, a fait part clairement de ce que le FPI ira à l'élection présidentielle. Pour Pascal N'Guessan, il est clair. Le FPI doit tourner la page de Laurent Gbagbo et regarder vers de nouveaux sentiers. C'est-à-dire que pour ce qui est de Pascal Affi-N'Guessan aujourd'hui, il n'est pas question qu'on fasse de Laurent Gbagbo, qu'on fasse de la libération de Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que le point fort, c'est l'ancrage même du parti. Et c'est la raison pour laquelle il estime qu'il faut tourner la page de Laurent Gbagbo et essayer d'aller de l'avant. Et donc, il estime, lui, président reconnu, d'après lui, que ceux qui ont organisé la rencontre du 30 avril dernier l'ont fait de manière illégitime, parce que c'est lui qui est le président légitime pour l'instant. Donc il trouve que ce qui a été fait a été un outrage, est de nul, et n'a pas de fait, n'a pas de résonance. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est au sein du parti. Mais il y en a qui lui disent que mais non, puisque vous vous souvenez très bien qu'en décembre dernier, au cours d'une grande réunion au sein du FPI, on a voté Laurent Gbagbo à l'unanimité comme étant le président du parti. Et c'est la raison pour laquelle tout ça s'est transformé, comme vous l'avez dit, en rififi et la justice en est saisie. Si on met de côté un tant soit peu la question de l'ordre public, l'autre chef d'accusation se porte sur la défiance à l'autorité de l'État. Est-ce que c'est-à-dire que l'État ivoirien reconnaît la position, le statut actuel de Affi-N'Guessan? Bien évidemment, puisque le statut actuel de Affi-N'Guessan est un statut qui reconforte l'État. L'État, c'est qui? C'est Alassane Dramane Ouattara qui veut qu'on aille à l'élection présidentielle. Alors, si les frondeurs, ceux-là qui estiment que non, il ne faut pas aller à l'élection présidentielle avec Pascal N'Guessan, mais avec
Laurent Gbagbo. Si on prend la thèse de cela, c'est l'État qui est mis en péril entre guillemets. Alors, pour que la campagne, pour que l'élection présidentielle ait un sens et surtout une consistance, une légitimité aux yeux de tout le monde, il faudrait que le FPI y participe. Et la branche du FPI qui veut bien participer, il s'agit de celle qui est présidée, qui est menée par Pascal Nguessan. Vous comprenez très bien qu'aujourd'hui, les décisions qui vont être prises par le pouvoir en place sont des décisions qui sont d'avis à favoriser une participation du FPI aujourd'hui qui est couronnée ou alors qui est voulue par Pascal Affi Nguessan. C'est vrai que si on s'attarde un peu sur l'attitude des frondeurs, ceux qui sont qualifiés de frondeurs aujourd'hui, alors je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce qui justifie le fait que l'on continue à qualifier Laurent Gbagbo de candidat du FPI alors que Pascal Affi Nguessan prépare la présidentielle sous la casquette de candidat du FPI investi pour la cause? Seulement parce que lors de la réunion de décembre dernier où Laurent Gbagbo a été élu à l'unanimité président du FPI, il s'est posé une question juridique. Alors, d'aucuns ont estimé que parce que Gbagbo est en prison, il ne peut pas être pratiquement, c'est-à-dire que sur le plan de la pensée, j'espère que sur le plan des émotions, mais sur le plan pratique, on estime qu'il ne peut pas être candidat puisqu'il est en prison. D'ailleurs, on dit que son procès va être ouvert à partir de novembre prochain. Donc, vous voyez qu'il ne peut pas être candidat. Et donc, Pascal a fait, puisqu'il y avait deux candidatures, il y avait principalement Laurent Gbagbo et Pascal Affi Nguessan. Alors, à partir du moment où Laurent Gbagbo ne peut pas être là, Pascal Affi Nguessan automatiquement devient, disons, le président du parti. Il estime que lui, sur le plan de la liberté d'aller et de venir, il peut être candidat puisqu'il n'est pas inculpé. Gbagbo est quand même entre quatre murs, M. Amuzoa. Donc il ne peut pas être candidat. Et vous comprenez très bien que la position de Pascal Affi Nguessan, d'aucuns estiment même qu'il a passé des accords avec le pouvoir parce qu'on ne comprend pas pourquoi. On ne dit pas qu'il faut rester sur place, il faut avancer, mais la façon de Pascal Affi Nguessan de battre un peu en brèche aussi rapidement la lutte pour Laurent Gbagbo, c'est vrai qu'il ne faut pas arriver non plus, monsieur, mais je pense qu'on a le sentiment que lui, il veut jouer sa carte maintenant. Non pas pour dire qu'il n'avait pas le coffre, mais aujourd'hui, avec l'écartement ou alors avec la mise en réserve, la mise à l'écart de Gbagbo, vous voyez très bien que le chemin est bien pour Laurent Gbagbo, pour Pascal Nguessan. Et pourtant, beaucoup de pourcentage à l'endroit de Laurent Gbagbo qui est en prison, mais tous les Ivoiriens, c'est-à-dire membres du FPI, accordent beaucoup de pourcentage à Laurent Gbagbo en tant que candidat à la présidentielle. Et on a envie de dire, finalement, c'est une opposition divisée qui va à la conquête du pouvoir. Bien évidemment, vous savez très bien que pour ceux qui estiment qu'il faut libérer Gbagbo, c'est un peu rêvé. C'est-à-dire que libérer Gbagbo, c'est se dédire. C'est-à-dire que si la CPI, après avoir inculpé Gbagbo, venait à le libérer, ça veut dire que la CPI est en train de se dédire elle-même et de dédire en même temps le pouvoir ivoirien. Ce n'est pas possible sur le plan pratique. Mais il y en a qui estiment toujours qu'on peut utiliser cet argument-là en boycottant l'élection présidentielle. Pour les frondeurs en réalité, au cas où Gbagbo n'est pas libéré. Or, pour que l'élection présidentielle de 2015, d'octobre prochain, ait un sens, une pertinence et une légitimité, il faut que les partis prenants, les grands partis, soient à l'élection présidentielle. Et surtout, il faut le FPI, puisque vous savez déjà que le parti de Bédié, le PDC de Bédié, est déjà rallié au RDA de Ouattara pour le RHDP. Ça veut dire que la question de Bédié ne se pose plus, puisque Bédié a décidé que ces gars allaient faire battre campagne avec Ouattara pour une candidature unique du RHDP qui a d'ailleurs remporté l'élection présidentielle de manière officielle en 2011. Donc la question maintenant, c'est comment faire pour que le FPI, qui est le principal parti d'opposition en Côte d'Ivoire, puisse participer pour au moins cautionner l'élection virage même de 2015 d'octobre prochain. En attendant, bien sûr, octobre prochain, restons en Afrique pour parler de la RCA. Cette fois, 14 soldats français sont accusés d'avoir violé une dizaine d'enfants alors qu'ils étaient déployés dans le cadre de l'opération Sangaris. Le parquet de Paris mène l'enquête depuis 9 mois. Retour sur une affaire potentiellement dévastatrice qui pourrait donc éclabousser une fois de plus l'armée française. C'est sur ce camp de l'aéroport Mpoko à Bangui que des soldats français auraient violé des enfants de décembre 2013 à juin 2014. Les déplacés sont consternés. Ils ont l'habitude d'amener les petites filles comme ça dans la bourse pour faire les rapports sexuels. Ils ne sont pas venus pour nous protéger, ils sont venus pour saccager notre pays, faire du mal aux enfants. À la tête d'une association qui enquête sur les abus des casques bleus, Paula Donovan affirme qu'elle a eu accès aux documents des Nations Unies. Certains jeunes garçons auraient été régulièrement abusés. Dans l'un des cas, un enfant raconte qu'il a été appelé par un soldat depuis sa voiture. Le soldat lui a parlé par la fenêtre et lui a proposé des rations de nourriture. Ensuite,
Il lui a montré son téléphone sur lequel il y avait une vidéo porno d'une femme qui faisait une fellation à un homme. L'enfant a expliqué que le soldat lui avait montré son sexe et lui avait dit qu'il devait faire ce qu'il venait de voir sur la vidéo. En tout, 6 témoignages d'enfants âgés de 9 à 15 ans ont été recueillis par les enquêteurs. 14 militaires français sont mis en cause. Seuls quelques-uns ont déjà été identifiés. Les enquêtes sont pourtant ouvertes par le ministère de la Défense et le parquet depuis fin juillet 2014. Des investigations vont aussi être menées par le procureur de Bangui. D'ores et déjà, des instructions ont été données à la police judiciaire, notamment la section de recherche et d'investigation, pour investiguer sur ces faits qui sont des faits extrêmement graves. Le parquet de Bangui regrette de n'avoir été informé que récemment de cette affaire et des enquêtes en cours. Des actes suffisamment graves qui restent jusque-là impunis. Commençons par décrypter donc l'attitude de l'ONU. Un silence coupable ou alors une impuissance de la toute-puissance de l'Organisation des Nations Unies à réprimander fermement les actes posés par les soldats français. Un silence coupable peut-être, mais je pense que si vous avez écouté les interventions des membres de l'ONU, elles ne sont pas convaincantes véritablement parce que le responsable de l'ONU a fait part de ce que quand on lui a adressé le rapport, il a estimé que le rapport n'était pas bien écrit parce que dans le rapport, le nom, les enfants qui avaient témoigné avaient inscrit leur nom. C'est-à-dire qu'en fait, celle qui a fait le rapport avait inscrit le nom des enfants qui avaient témoigné. Et puis le patron, le responsable de l'ONU a estimé que non, on pouvait rechercher les enfants et puis leur causer du tort, qu'il fallait désanonymer notamment les entretiens, les enfants qui ont donné des détails sur ces viols-là. Maintenant, la question maintenant c'est le silence. Ce n'est qu'après que The Guardian, le journal britannique, ait fait la révélation que maintenant tout le monde s'en prend, que tout le monde s'ébranle. Mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps? C'est quand même depuis longtemps, puisque les viols se sont perpétrés entre décembre 2013 et juin 2014. Et la France a dit que c'est en juillet que le parquet de Paris a ouvert une enquête sur la question. Alors pourquoi tout ce silence-là? Ce n'est que parce que le journal a mis les faits devant la communauté internationale, devant le monde entier, qu'aujourd'hui la France dit non, je suis en train de mener une enquête ceci. Et la question de pourquoi est-ce que la RCA, qui est quand même la terre qui accueille ce phénomène-là, les viols, n'a pas été impliquée dans l'enquête qui a été diligentée par la France. Justement, on va poser cette question un peu plus tard pour dire que l'ONU qui reste silencieuse, on s'interroge, est-ce que l'ONU est incapable d'intervenir quand il s'agit de la France? Je pense que là, je comprends ce qu'il y a derrière votre question. C'est qu'en réalité, puisque la France est quand même membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et dont la France peut bénéficier, c'est possible bien évidemment, puisque je vous fais la démarche, je suis en train de vous faire une explication aussi claire. Comment est-ce que la France Déjà, pourquoi est-ce que la France a reçu le dossier avant l'ONU? Puisque la France dit avoir ouvert une enquête depuis août, c'est-à-dire qu'un mois après. Pourquoi la France a eu le dossier avant l'ONU? Deuxièmement, pourquoi lorsque l'ONU a le dossier, l'ONU ne s'est pas manifesté? On vous dira on a ouvert une enquête de manière discrétionnaire, mais il aurait au moins fallu, d'ailleurs le ministre de la Justice de la République centrafricaine l'a dit, que le pays soit associé à la démarche, à l'enquête qui avait été ouverte. Il est inadmissible qu'il y ait des ONG qui vont sur le terrain avec le pouvoir français mener des enquêtes sur le sol banguissois, alors que les autorités ne sont même pas au courant. C'est un peu comme si on les soupçonnait. Et donc, je pense que les jours à venir vont davantage nous édifier sur la question, mais c'est quand même quelque chose de répréhensible, de regrettable. Des soldats qui sont censés nous protéger, qui viennent plutôt commettre des atrocités sur des enfants. Ça, c'est l'attitude de l'ONU. Côté français, les investigations semblent avancer lentement. Autrement dit, la France battrait la mesure à son rythme de peur d'aller trop vite et se voir éclaboussée par cet acte odieux commis par des ressortissants sur le sol africain. Mettez-vous à la place de la France. Non, honnêtement, il y en a qui vont vous dire, vous nous appelez, on vient vous aider, et puis vous voulez que non. C'est difficile. D'ailleurs, quand vous écoutez les déclarations du ministre de la Justice centrafricain, il va de manière prudente. Il dit, ce n'est pas la mission Sangaris qui est mise en cause ici. Ce n'est pas la France. Ce sont quelques individus, mais ce sont les individus français. Je suis désolé. Quand il commence avec cette prudence-là, d'ailleurs, on fait part de ce que la RCA dit vouloir porter plainte contre ces soldats-là. Mais encore faudrait-il qu'on puisse éclairer, qu'on puisse
mettre en lumière les culpabilités des uns et des autres. Encore que les témoignages, il s'agit quand même de 6 entretiens qui ont été menés, ou tous 6 entretiens. 4 enfants ont subi ces viols-là et 2 l'ont subi en tant qu'observateurs. Et il y a des détails précis. Il y a des enfants qui vous donnent des pseudonymes des violeurs. Il y en a un qui s'appelle Batman, l'autre qui s'appelle Yo-Yo. On vous dit Yo-Yo en réalité, en RCA, ça veut dire vite vite. Donc il y a un, lorsqu'on est en train de faire des actes un peu inhumains sur l'enfant, il y en a un qui est aux aguets. Il dit Yo-Yo pour dire à l'autre que vite, voilà, il y en a un soldat qui... C'est-à-dire que ce sont des détails précis. Il y a un enfant qui explique clairement, excusez mon émotion, clairement qu'il y a un soldat qui a un bouton. Ce sont des détails précis qui montrent que ce que disent les enfants, ils disent qu'ils ont vécu. Et puis les enfants racontent qu'il leur a été montré des vidéos sur des téléphones portables, des vidéos pornographiques sur des téléphones portables. Et puis les militaires leur ont dit de reproduire ce que tu vois. Et cela contre des rations alimentaires et contre la protection. Ces soldats, ces forces de sécurité sont censés protéger les populations. Alors voilà un enfant qui vient pour être protégé et contre quoi on voit ce qu'on lui fait. On lui demande de se livrer à ce genre d'inhumanité. Alors, est-ce que la compétence territoriale des institutions judiciaires de la RCA peut être mise en exergue ici dans le sens de connaître de cette affaire? Il va être difficile. Vous allez me dire, la SCA ne peut pas être juge et partie, mais au moins la SCA aurait dû être impliquée, puisque cela est mentionné dans les accords. La RCA aurait dû être informée et donc impliquée dans les enquêtes qui ont été ouvertes justement pour faire la lumière sur la responsabilité ou non. Alors, les degrés divergents de responsabilité de ces 14 soldats impliqués. C'est clair, puisque les accords les prévoient. On ne peut pas ne pas informer le pouvoir de Bangui. La question ne se pose même pas. On a beau nous dire Bangui, la SCA est un État entre parenthèses déliquescent, mais cela n'empêche pas que le pays a un président, me semble-t-il, même si c'est une présidente de transition, un ministre des autorités. Alors il aurait fallu, bien évidemment, qu'on puisse informer les puissances, les autorités banguissoises. En dehors de la France, il y a certains États africains qui sont impliqués dans cette macabre affaire. Est-ce que de ce côté-là, il y a eu des réactions aussi? Pas encore, je pense qu'il n'y a pas encore eu de réaction. Pourquoi? Parce que ça devient un peu compliqué et complexe à chaque fois. On parle des soldats tchadiens et équatoriens. Oui, je pense que c'est un peu compliqué qu'à chaque fois, il y ait toujours des soldats. Moi, je plains un pays comme le Tchad. Elise Déby dira, ben, finalement, qu'est-ce que vous voulez? À chaque fois, il y a toujours des soldats tchadiens qui sont incriminés quelque part pour quelque chose. Non, je pense que c'est encore très tôt. On verra d'ici 1-2 mois. On aura sûrement établi les responsabilités des uns et des autres dans ce qui s'est passé en RCA. Ça reste tout de même étonnant puisque le sommet des chefs d'État de la CEMAC vient de se tenir du côté du Gabon. On n'a pas fait état, et pourtant on a longuement parlé de la RCA de ce côté-là. On n'a pas fait état de la situation de viol en RCA. Ça veut dire qu'en réalité, ces chefs d'État n'ont pas voulu s'aventurer puisque l'enquête n'a pas encore donné ses résultats. Même si les détails peuvent nous amener, nous observateurs, à dire qu'automatiquement, il y a des coupables. Voilà, Ghislain, on va continuer notre émission avec le Nigeria, où l'armée nigériane a annoncé la libération de 234 femmes et enfants otages de Boko Haram depuis le début de la semaine. Près de 500 détenus ont été libérés. C'est en image. Le Nigeria libère près de 300 femmes et filles enlevées par Boko Haram. La semaine dernière, l'armée a lancé une opération dans la forêt de Sambisa pour reprendre du terrain sur les islamistes. Les militaires affirment avoir attaqué hier 3 camps de djihadistes dont l'insurrection a fait au moins 15 000 morts en près de 6 ans. La forêt de Sambisa se trouve à une centaine de kilomètres de Chibok, ville du Nord, où plus de 200 lycéennes avaient été enlevées par Boko Haram l'année dernière. Mais aucune de ces lycéennes ne figure parmi les filles sauvées hier. L'enlèvement de Chibok a été très médiatisé, mais il est loin d'être le seul commis par Boko Haram. D'après Amnesty International, au moins 2000 femmes et fillettes ont été enlevées au Nigeria depuis le début de l'année dernière. Alors Ghislain, on serait tenté de dire que les promesses électorales du président Buhari commencent à porter des fruits.
Oui, bien évidemment. Je pense que tout ceci est à mettre à l'actif du président Buhari qui avait dit que Boko Haram allait mesurer la puissance de l'État nigérian. Et bien, Boko Haram est en train de mesurer la puissance de l'armée nigériane. Mais il faut également comprendre qu'il y a aussi une coïncidence avec ce que Boko Haram vit aujourd'hui. Quand on a écouté les témoignages des femmes qui ont été libérées, elles font part de ce que Boko Haram, de manière interne, connaît une crise. Boko Haram se sent amoindri parce qu'il n'y a plus d'armes, il n'y a plus de carburant. Et puis, il y en a certains qui disent que leurs patrons sont en train de les abandonner à eux-mêmes et qui laissent parfois les filles partir. Parce que les témoignages renseignent suffisamment et ces témoignages-là amènent à comprendre, à relativiser la force de l'armée nigériane. Plutôt à la place, il faut y voir Boko Haram qui serait démuni aujourd'hui, qui manque de ressources. La question c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Boko Haram manque de ressources? Pourquoi est-ce qu'il y est? Qu'est-ce qui s'est passé avec les sources de ravitaillement de Boko Haram? Est-ce que Buhari, c'est mieux de le dire, le président Buhari a su, je ne sais pas trop, donc c'est un peu flou, c'est mélangé tout cela. Pourquoi c'est quand Buhari prend le pouvoir que l'on voit près de 700 femmes et enfants nigériens qui viennent d'être libérés en un laps de temps dans la forêt de Sambisa, alors que tout le monde savait que c'est là-bas que les filles avaient été cachées. On n'avait d'abord rien fait pour pouvoir contrer les membres de Boko Haram à fuir. Aujourd'hui, voilà, rapidement, une opération qui continue. C'est un peu compliqué et à chaud, on ne peut déjà pas tirer des conclusions hâtives comme quoi peut-être qu'il y aurait eu des compromissions entre certains et d'autres pour qu'aujourd'hui aussi rapidement, aussi facilement, les témoignages de ces femmes-là sont des témoignages opportuns. Pourquoi maintenant? Donc, il y a un ensemble de variantes, d'éléments qu'il faut suffisamment analyser pour pouvoir se prononcer sur la question et attribuer aussi, pas simplement au premier degré, mais aussi au second degré, sa victoire-là au président Buhari. Alors, les filles et femmes enlevées ont expliqué à l'Organisation de défense des droits de l'homme, Amnesty International, avoir été soumises au travail forcé, à l'esclavage sexuel, avoir dû combattre sur la ligne de front aux côtés des rebelles, des révélations qui, jusqu'ici, laissent la communauté internationale insensible, alors qu'on se serait attendu à une réaction vive de l'institution pénale internationale, par exemple. Non, bien sûr, mais qu'est-ce que la CPI peut aujourd'hui? Arrêter les membres de Boko Haram, c'est ce que tout le monde essaie de faire. La CPI ne se charge que lorsqu'il y a un malfrat identifié et qui a déjà été arrêté par les pays. Charles Taylor, par exemple, tout le monde le voyait. Quand on parle de Laurent Gbagbo, il est là. C'est-à-dire que la CPI n'est pas là pour poursuivre les gens. La CPI se sert des gens, s'occupe des gens qui ont déjà été arrêtés. Donc la CPI, en même temps, vous croyez à la CPI, non, vous avez le droit. Donc, il faut laisser la CPI. Donc, maintenant, on peut s'interroger sur le mutisme de l'ONU et des États-Unis, partant de là. Mais on sait très bien que les États-Unis sont brouillés avec le Nigeria. Les États-Unis, au départ, ont commencé par aider le Nigeria à travers les drones pour répertorier où étaient les filles. Mais après, les États-Unis sont brouillés avec le Nigeria et ont battu en brèche et n'ont plus voulu assister le Nigeria. Il faut bien comprendre que sur le plan diplomatique aujourd'hui, j'espère que le nouveau président Buhari va essayer de rétablir les relations avec l'ancien président. Ce n'était pas du tout bien avec le Nigeria. Donc on peut comprendre qu'aujourd'hui, Buhari soit arrivé et avec ses petits coups de fil, lui aussi qui a un passé aussi sulfureux, qui est d'ancien. Donc je pense que c'est vrai, vous l'avez dit, tout ceci à mettre à l'actif du président Buhari, mais la suite, je pense que sera beaucoup plus palpitante pour ce qui est notamment des révélations de comment cela s'est opéré, qui a fait quoi, qui a passé un coup de fil où, pourquoi, comment. Et je pense que les prochaines vidéos de Boko Haram peut-être vont nous édifier puisqu'ils nous ont habitués à ce genre de scénario. Alors, peut-on savoir si parmi ces ex-otages se trouvent certaines des 219 lycéennes enlevées à Chibok le 14 avril 2014? Je pense que non. Jusqu'ici, l'armée n'a pas précisé si parmi les près de 700 otages libérés, il y en avait certaines qui étaient les filles de Chibok. C'est un problème d'identification? L'identification est en train de se poursuivre et jusqu'à présent, on n'est pas fixé. On ne peut pas dire. D'ailleurs, la réponse est plutôt négative. Hein, pour certains qui vont jusqu'à dire que non, il n'y a pas de filles qui feraient partie de celles qui avaient été enlevées, je crois, en avril 2014. Ouais, 2014 à Chibok. Espérons que ces filles vont être retrouvées comme les autres femmes et enfants qui viennent d'être libérés par l'armée nigériane dans la lutte contre Boko Haram, ce qui nous permet donc de traverser l'Afrique et de se déporter du côté de l'Europe. Nous sommes bien entendu en France. Entre Marine Le Pen et son père, la rupture est désormais totale.
La présidente du Front National a décidé de s'opposer à la candidature de Jean-Marie Le Pen aux élections régionales en PACA. La réaction de Marine Le Pen fait suite aux déclarations faites par Jean-Marie Le Pen au cours d'une interview accordée à Rivarol. En voici d'ailleurs un extrait de cette interview explosive. Je pense que c'est une félonie et je dois dire que j'ai honte que la présidente du Front National porte mon nom. Et je souhaiterais d'ailleurs qu'elle le perde le plus rapidement possible. Elle peut le faire soit en se mariant avec son concubin, soit peut-être avec M. Philippot ou avec quelqu'un d'autre. Mais moi, je ne souhaite pas que la présidente du Front National s'appelle Le Pen. Donc vous souhaitez qu'elle n'utilise plus votre nom pour faire de la politique aujourd'hui? Sous le nom de Marine Alliot ou Marine Philippot, je ne sais pas, peut-être voilà, ça marchera mieux, puisqu'elle traite son père et le président fondateur du Front National absolument d'une façon scandaleuse. Vous répudiez votre fille, Jean-Marie Le Pen? Tout à fait. Je ne me reconnais pas de lien avec quelqu'un qui me trahit d'une manière aussi scandaleuse. Ça veut dire que les ponts sont définitivement coupés? En définitivement, on ne sait jamais, c'est la mort qui coupe les ponts. Marine Le Pen qui annonce qu'elle s'opposerait à la candidature de son père en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les élections régionales de décembre prochain et Jean-Marie Le Pen qui renie et répudie sa fille. Cette fois, la coupe est pleine, la rupture est désormais totale. Oui, c'est du ping-pong en fait en réalité. Hein. Donc, vous savez, il s'agit d'une bagarre prévue sur un premier plan qui est une bagarre politique, mais aussi une bagarre familiale. Bagarre familiale, pourquoi? Parce qu'il s'agit de Le Pen, hein, Jean-Marie Le Pen, qui est quand même le fondateur du parti en 1972, hein, et sa fille qui aujourd'hui en assure la présidence, parce que Jean-Marie Le Pen est suffisamment âgé et ne peut plus être président. Il est président d'honneur. D'ailleurs, sa fille, à travers le bureau politique, a suspendu le statut. Il n'est plus membre du parti et il pourrait perdre aussi son statut de président d'honneur. Ce qui le met véritablement en rogne. Et vous savez très bien que, d'ailleurs vous l'avez évoqué, sa fille s'est opposée à sa candidature aux élections à venir. Donc la question peut se poser, mais je pense qu'il s'agit d'un problème de degré. Parce que c'est un parti, le Front National. Écoutez très bien, le Front National. Ça veut dire que les idées, c'est quoi? Ceux qui estiment que non, la France souffre parce que tout le monde vient chez nous. Il faut qu'on sorte de l'Union européenne. Vous savez très bien. Alors, donc, ça veut dire qu'au fond même de la bagarre, je pense que c'est la même ligne. Le problème ici, c'est le passé. C'est qu'en réalité, quand vous avez écouté, par exemple, Jean-Marie Le Pen se prononcer sur le maréchal Pétain, sur les chambres à gaz, et puis sur la nationalité du Premier ministre Valls, qui serait plutôt, vous savez que Valls c'est espagnol, hein, et Jean-Marie Le Pen a dit très simplement tout ce que les Français pensent tout bas. C'est que lui aussi pense depuis le Front National. Il n'a pas choisi le nom du parti au hasard. C'est-à-dire que nous, les nationaux, d'ailleurs, il a fait part de ce que 5 millions de Chinois vivent en France. Il dit qu'ils sont travailleurs, mais ils sont redoutables. Et vous dites réellement que la France est gouvernée depuis par des immigrés, des fils d'immigrés. Donc il est clair, donc pour moi il est franc, au moins que de faire la politique de l'autruche est venu nous embrouiller. Il est clair, la France se sentirait mieux sans les immigrés qui viennent chaque jour polluer la France. Ça c'est sa logique à lui. Donc maintenant les débats avec sa fille, qui monte, qui descend, non. Ben, c'est un débat qui a beaucoup plus des allures familiales que politiques, hein, Ghislain, puisque le père qui répudie sa fille au cours d'une interview, ça ne court pas les rues. C'est une grande première. Mais bien évidemment, le père répudie sa fille. Il dit qu'elle lui rende son nom. Puisqu'il veut faire comprendre à la fille que son nom, c'est quoi? Si la fille est président Le Pen, c'est parce que lui, sur le plan politique, a travaillé. C'est-à-dire que moi, je veux qu'on aille un peu plus loin. Quand il dit à sa fille de lui rendre son nom, il dit par exemple, comme tu ne veux plus tu ne veux plus t'inscrire dans ma dynamique, eh bien, tu peux prendre le nom de ton conjoint et puis me laisser. Et là, il veut donc qu'on opère une séparation, puisque Le Pen, il estime que sa fille, en portant son nom et en s'inscrivant en faux contre ce qu'il en faux par rapport à ce qu'il déclare, sa fille est en train de le trahir. Il dit, rends-moi mon nom et puis tu peux prendre le nom de ton époux. Mais pourquoi alors? Une façon de dire que le créateur ne veut plus de sa créature. Oui, mais sauf que non, monsieur Amizoua, ne ramenez pas ça dans le jargon camerounais, non. Là-bas, c'est la politique. Et d'ailleurs, un fait appréciable ici, au-delà de cela, c'est de comprendre quand même que Marine Le Pen a été déjà présidente du parti sans que cela ne soulève de grands mouvements au sein du parti. Aujourd'hui, on commence à voir le père et la fille. Pourquoi? Parce que le père a tenu des propos un peu excessifs
Auquel cas, on n'aurait pas dit Marine Le Pen est la fille de Jean-Marie Le Pen. Donc c'est parce que les propos du monsieur, franchement, ont été d'une dureté qu'aujourd'hui, sa fille ne peut que s'en détacher. Pourquoi? Parce que cela pourrait lui coûter cher pour ce qui est de l'élection présidentielle, dont elle sera automatiquement candidate. Alors, Jean-Marie Le Pen semble être pris dans une véritable spirale entre stratégie de la terre brûlée et suicide politique. Pourra-t-il faire plier l'échine à Marine Le Pen? Non, je ne pense pas. Hein. Quand elle dit que son père n'a plus la sagesse nécessaire pour dire quelque chose, quand elle arrive, il y a un fait qu'il faut comprendre. Il s'agit de politique. Ce n'est pas simplement à Marine Le Pen de décider. Elle est présidente du parti, c'est vrai, mais il y a un bureau politique. Elle est devant. C'est-à-dire que je pense que d'ailleurs, elle a dit quelque part que son journal, elle a fait un passage sur TF1, elle a dit que ça a été difficile pour elle de sanctionner son père. Vous comprenez qu'il y a toujours cet instinct. Elle aime son père, cette fibre familiale-là. Mais au-delà de la fibre familiale, il s'agit de la survie d'un parti politique qui aspire à gouverner la France. Donc, ce n'est pas simplement une question entre Marine Le Pen et son père. C'est une question entre tous ceux qui appartiennent au FN. Et ce n'est pas Marine Le Pen qui travaille seule. Elle n'est pas là pour courir dans toute la France seule. Il y a des gens qui travaillent et qui vont dire non. Aujourd'hui, place dans la politique. Et donc, je ne suis pas sûr que Marine Le Pen arrive à suspendre son père de son bon gré. Non. Elle y est forcée parce qu'il y en a qui disent il faut ceci si on veut arriver à cela. Il faut se mettre des objectifs et puis se dire on ne peut pas aller au-delà. Il faut qu'on se mette des barrières. Et je pense qu'aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen, d'après sa fille, les deux filles d'ailleurs, est beaucoup plus nocif pour le parti. Alors, il n'y a que Marine Le Pen qui réagit. Est-ce que vous avez peut-être entendu d'autres membres du FN se prononcer sur la question? Bien évidemment, je pense que c'est Philippot, celui dont le père estime que sa fille aurait dû prendre le nom. Je ne sais pas trop si c'est son conjoint qui s'est également prononcé sur la question, qui a dit que vraiment Jean-Marie Le Pen emmène le parti en fait, que Jean-Marie Le Pen souffre d'une crise. Voilà, qu'on peut dire qu'il a 89 ans, je crois. Alors on peut dire qu'en fait, Jean-Marie Le Pen est suffisamment vieux et il n'a plus toute sa lucidité. D'ailleurs, sa fille a repris en disant qu'il n'a plus la sagesse nécessaire pour justement continuer à être membre du parti ou alors à avoir ce statut de président d'honneur qui est quand même un rôle de sage. Justement, en parlant de président d'honneur, est-ce que son statut de président d'honneur l'autorise à prendre le Front National en otage? Reproche que fait Marine Le Pen à son père. Non, ce statut-là ne peut pas lui conférer toutes les avantages de prendre le parti en otage, sauf qu'il vous dira que j'ai créé le parti en 1972. À la différence des partis africains, où celui qui crée quand il est parti paraît son parti, vous voyez qu'il a créé le parti, mais voilà qu'il est suspendu. Il a été appelé à comparaître devant, je pense, une assise au sein du parti. Il est suspendu, un parti qu'il a créé. Vous pouvez imaginer ce scénario en Afrique? C'est fort possible que ça arrive aussi, puisqu'on en parle de plus en plus dans certains partis politiques au Cameroun. C'est donc ici qu'on met un terme à cette édition d'International. Merci Ghislain et à très vite pour un autre rendez-vous d'International sur Canal 24. Le plaisir partagé, Donald. Merci à vous également. Nos programmes se poursuivent.